Ok, ça va quoi? Aujourd'hui, nouveau petit rack de Squeezie. Là, il est sorti il y a 9 jours. Tout le monde est tombé dans son piège. C'est parti. Oubliez pas que les threads de Squeezie, ça commence direct. Ils nous l'avaient prévenu, ça commence direct dans le bain. On est le 18 mars 1985 à Garden Grove, en Californie. Ici, tout est presque trop parfait. C'est un quartier paisible où les belles maisons se ressemblent toutes et où les jardins sont parfaitement entretenus. C'est dans ce paysage de carte postale que l'officier Halligan commence son service de nuit. À 3h du matin, alors qu'il sillonne dans les rues vides de la ville, sa radio s'active. Sa centrale lui demande de foncer à Ocean Breeze Drive au numéro 12551. Un homme paniqué rapporte que sa femme se serait faite tirer dessus. L'officier se gare face à ce pavillon classique et où il n'y a jamais eu d'intervention auparavant. Il toque à la porte, arme en main, inquiet de ce qu'il risque d'affronter. Et rapidement, l'homme qui lui avait donné l'alerte au téléphone lui ouvre la porte. Cet homme, c'est David Brown, un informaticien dans la trentaine et qui a l'air extrêmement choqué. L'officier aperçoit également une jeune femme tenant un bébé dans les bras. Elle aussi, elle tremble de peur, tout en essayant de rassurer l'enfant qui pleure. En arrière-plan, une télé crache des clips de MTV sans le moindre son. Sur les étagères, on voit des bibelots recouverts de poussière, mélangés à des jouets pour enfants mal rangés. Mais si cette maison oppresse l'officier, rien pour le moment ne semble indiquer qu'il y a eu la moindre violence ici. Et encore moins un coup de feu. David semble perdre ses mots avant d'enfin pointer du doigt la chambre à l'arrière du salon. Il dit que ça s'est passé là-bas, que quelqu'un aurait tiré sur sa femme avant de prendre la fuite. Mais David n'a toujours pas osé rentrer dans la pièce pour porter secours à sa femme. Et il implore l'officier d'aller vérifier à sa place. Halligan, en apprenant ça, il est perturbé. Quel mari ne se précipiterait pas vers sa femme en cas de danger? Et encore plus quand il y a eu un coup de feu et que donc elle est potentiellement gravement blessée. Halligan redoute ce qu'il attend derrière cette porte, mais il n'a pas d'autre choix que d'y aller, puisqu'une vie est peut-être en jeu. Alors il progresse, pistolet dans une main, lampe torche dans l'autre. Intérieurement, il est terrifié, mais il tente de garder le contrôle. Pour rien arranger, il sait qu'il est complètement seul dans cette maison. Il n'y aura pas de coéquipier pour le secourir si quelque chose tourne mal. Il balaie l'intérieur de la chambre à l'aide de sa lampe torche. Et puis enfin, il l'aperçoit. Une femme gisant sur son lit. L'officier n'en est pas sûr, mais il croit même l'entendre lui demander de l'aide. En réalité, c'est qu'un simple râle d'agonie. Parce qu'en prenant son pouls, l'agent n'entend pas le moindre battement. Et même si elle semble encore très légèrement respirer, son cœur, lui, est déjà en train de s'arrêter. Puis au sol, derrière le lit, il aperçoit un revolver. Le tireur l'a abandonné sur place, sans aucune crainte de laisser un tel indice. Halligan ne le sait pas encore, mais il vient de vivre les débuts de l'affaire la plus marquante de l'histoire de sa carrière. Ah ouais, entre le mari qui est pas rentré précipitamment dans la chambre, entre le keuf qui est tout seul, parce qu'il a dit quoi, non, d'habitude les keufs ils sont en patrouille, minimum deux normalement. Lui qui est tout seul, une autre femme qui tient son bébé. Waouh. Quelques minutes plus tard, la maison est entièrement investie par des policiers venus en renfort et par des médecins urgentistes. La victime est identifiée comme Linda Brown, la femme de David. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital le plus proche dans l'espoir qu'elle puisse encore être sauvée. De leur côté, les policiers recueillent les premières dépositions. Ils se tournent d'abord vers David, le père de famille, qui n'hésite pas à désigner un coupable. Selon lui, c'est Cinnamon Brown, sa propre fille de 14 ans, qui aurait tiré sur sa femme après une violente dispute. Il explique que Cinnamon n'aurait jamais accepté Linda, donc sa belle-mère, dans leur famille. Parfois, entre elles, la situation était tellement tendue que David a fini par acheter une caravane dans laquelle logeait partiellement Cinnamon, tant il en avait marre de les voir se disputer. Mais selon lui, jamais il aurait cru qu'elle finirait par faire une chose pareille. Sous son toit vit également Patty Bailey, une autre adolescente de 17 ans. C'est la sœur de la victime que David aurait accepté de recueillir à cause d'une situation familiale extrêmement difficile. Elle dormait quand les coups de feu ont retenti vers 2h du matin, mais elle s'est barricadée de peur d'être attaquée à son tour. Elle a ensuite attendu le retour de David, qui était parti faire quelques courses en ville en pleine nuit, apparemment excédé par une énième dispute qui opposait Cinnamon et Linda. C'est donc en rentrant vers 3h du matin qu'il a découvert le cauchemar dans lequel sa famille venait de plonger. Les policiers tiennent donc une coupable clairement identifiée, Cinnamon. Le problème, c'est que personne ne sait où elle est. L'alerte est donc donnée sur les ondes et toutes les patrouilles de la ville se mettent à sa recherche. Ce soir-là, c'est des centaines d'officiers qui reçoivent une description physique et une photo de Cinnamon Brown. Au même moment, la terrible nouvelle tombe, à seulement... Ah oui, une photo alors qu'on est en 1985 Ah ouais, ça doit être le jour et la nuit. 23 ans, Linda Brown, la femme de David, est décédée à l'hôpital. Elle laisse derrière elle une petite fille de 7 mois et une famille endeuillée. Au petit matin, vers 7h, les voisins et les proches de la famille se réveillent en découvrant l'horreur qui vient de frapper leur quartier. Cinnamon, elle, est toujours introuvable. Mais un officier fouille le jardin et il finit par entendre quelque chose d'étrange à l'arrière de la maison. Une sorte de respiration lourde qui semble provenir d'une niche pour chien. En éclairant l'intérieur du petit abri rouge avec sa lampe torche, il aperçoit un corps. Celui d'une adolescente, recouvert dans un horrible mélange d'urine et de vomi. Et soudainement, elle se met à bouger. Elle relève la tête, puis rampe vers l'officier sans dire le moindre mot.
Le policier est surpris et terrifié, alors il recule de quelques pas avant d'apercevoir son visage. Ce visage, c'est celui d'une ado qui a l'air épuisée, mais qui rayonne d'innocence. Ses yeux le regardent comme s'il était son sauveur, comme s'il venait enfin la sortir de l'enfer. Et en s'approchant de plus près, pas de doute, cet ado, c'est Cinnamon Brown. Dans ses mains, il tient un petit papier entouré d'un ruban violet. Le policier le saisit et lit cette phrase aussi terrifiante qu'incriminante. « Pardonne-moi Seigneur, je ne voulais pas lui faire de mal ». Cinnamon est rapidement pris en charge dans la maison où elle n'arrête pas de vomir. Dans la niche pour chiens, on retrouve des emballages de médicaments qui pourraient tuer n'importe quel adulte. Les enquêteurs découvrent que ce soir-là, elle aurait pu ingérer l'équivalent de 80 cachetons et que Cinnamon aurait donc tenté d'en finir juste après avoir commis le meurtre. Pourtant, elle est toujours vivante puisque ses vomissements cette nuit-là l'ont sauvée, bien qu'elle soit toujours dans un état très inquiétant. Mais plutôt que de la conduire à l'hôpital, les policiers lui passent les menottes et l'embarquent directement au commissariat. Ils veulent surtout pas laisser passer une chance d'obtenir des aveux à chaud. Complètement désorientée, Cinnamon continue de vomir tout le long du trajet dans la voiture de police. Elle est ensuite conduite dans une salle d'interrogatoire où l'attendent 2 enquêteurs. C'est toujours délicat pour des officiers de gérer des cas si graves, surtout quand c'est une mineure qui est concernée. D'autant plus qu'ils sont super étonnés en voyant le profil de Cinnamon, puisqu'elle semble très gentille, très polie et pleine de vie. Ils n'arrivent pas à croire qu'elle ait pu commettre une chose pareille ce soir-là, mais il faut savoir ce qui s'est passé, donc ils... Et si ça serait pas elle qui aurait tué, mais le mari qui aurait remis la faute sur sa fille, sa belle-fille. vont procéder à l'interrogatoire. Alors ils lui lisent immédiatement ses droits, puis s'apprêtent à la questionner sur le scénario horrible de cette soirée. Et puis ils n'ont pas le temps de poser la moindre question que Cinnamon prend la parole et leur dit que c'est bien elle qui a tiré, et demande si son père va bien. Ça prend de court les policiers qui s'étonnent de la voir se préoccuper à ce point de son père, elle qui vient pourtant d'abattre sa femme. Avec ses aveux, la découverte de la lettre de suicide et les témoignages concordants de David et Patty, l'affaire est rapidement traitée. Finalement, c'est l'histoire d'un meurtre classique presque banal. Cinnamon est donc incarcérée et conduite devant un psychiatre qui s'étonne lui aussi de son comportement. Encore une fois, elle parle très peu du meurtre et se contente simplement de demander si son père va bien et s'il l'aimera encore. Mais David, sa fille Cinnamon, il l'a pas oublié, bien au contraire. Il met en place toute une stratégie pour essayer d'atténuer la condamnation qui attend sa fille. Il prévient sa famille et ses proches de tous tenir le même discours qui est le suivant. Il faut faire passer Cinnamon pour quelqu'un de perturbé et mal dans sa peau. Et il faut bien insister sur le fait qu'elle se disputait très régulièrement avec Linda. En fait, David tente de tout faire pour qu'elle puisse plaider la folie ou le coup de sang. Sauf que les enquêteurs, qui interrogent évidemment la famille et des proches... Ah ouais, il voulait faire une Alain Delmar. Non, en fait, en train de l'accuser, là, état démence. En gros, c'était un gendarme qui lui-même a été un tueur. Et il était, en gros, à la fin... Il a été jugé folie. En gros, il est pas dans son état, alors que quelqu'un, il est très intelligent. Ils lui ont dit, ouais, non, il a folie, donc il a pas fait de la prison. Mais aussi des gens plus éloignés du cercle d'amis de la famille, et ils s'étonnent de voir que certaines personnes qui font partie de ce cercle éloigné tiennent des propos opposés à cette version de l'histoire. Ces professeurs, par exemple, la décrivent comme l'ado la plus normale du monde. Elle était selon eux souriante, sympathique, studieuse, elle a jamais mentionné la moindre tension à la maison avec sa belle-mère, mais peut-être que ces profs n'ont vu qu'une façade de Cinnamon. En tout cas, devant le juge pour mineurs, Cinnamon, comme prévu, plaide la folie, sauf que rien n'y fait. Ses aveux et sa lettre laissent penser que le meurtre était prémédité. Et alors que Cinnamon était persuadée que sa défense tiendrait, elle réalise que tout s'écroule autour d'elle. Elle cherche désespérément du regard son père dans la salle d'audience, sauf que David est absent, prétextant des soucis de santé. Cinnamon est donc seule face à ses démons quand elle reçoit sa lourde condamnation, 27 ans de réclusion pour le meurtre de sa belle-mère, Linda. Alors son jeune âge lui épargne une condamnation à vie, mais tous ses projets d'avenir et d'avoir une vie normale disparaissent dans cette salle d'audience. Alors des milliers de pensées se mettent à se mélanger dans sa tête. La vision du meurtre et du sang qui jaillit de l'abdomen de sa belle-mère, Patty qui hurle, sa vision qui se trouble dans la niche du chien, et cette impression que son père lui avait promis qu'elle risquerait rien et qu'elle ressortirait libre. Toute cette affaire aurait pu s'arrêter ici, sur un meurtre violent causé par un schéma bien trop classique de dispute familiale, mais dans cette salle d'audience ce jour-là, il y a un homme qui doute. Cet homme, c'est Jay Newell, un enquêteur qui a eu accès au dossier. Ah, il y a toujours un mec comme ça. Et lui, il va tuer les plans du tueur, du vrai tueur. Parce que moi, je crois pas que c'est la fille de 14 ans. Mais il y a toujours un mec qui casse la tête. Et pour le tueur, comment il doit avoir le seum que ce genre de personne existe. Et qui est profondément convaincu que quelque chose cloche. Il n'arrive pas à croire qu'une meurtrière chercherait à ce point-là le regard et l'approbation de son père. Il est persuadé qu'il manque une pièce du puzzle. Alors après le jugement, il replonge dans le dossier. Déjà en réécoutant certains interrogatoires, notamment ceux de David, il s'étonne de voir qu'il a une sorte d'air très hautain que les enquêteurs n'ont pas relevé sur le moment. Il n'a pas l'impression d'écouter un père en détresse, mais plutôt un grand manipulateur. C'est comme si David était fier de donner un alibi solide, pas pour se disculper et faire avancer l'enquête, mais plus pour prouver aux policiers qu'il est plus intelligent qu'eux.
Jay retrouve également un autre témoignage qui a rapidement été classé sans intérêt par ses collègues. C'est celui d'une ex-femme de David qui déclare l'avoir trouvé extrêmement calme malgré cette tragédie. Selon elle, c'est honorable qu'il tienne le choc, mais elle s'étonne, elle qui l'a connu très sanguin et émotif, de sa réaction face à ce drame. Tout l'inverse donc de ce qui semble montrer aux enquêteurs actuellement. Mais tout ça à l'époque n'a fait tiquer personne. Malheureusement pour le moment, Jay peut évidemment rien faire puisqu'il n'a pas le pouvoir à lui seul de relancer l'enquête. Ses collègues se sont déjà penchés sur le sujet et le jugement a déjà été rendu. Pourtant au fond de lui, il sent bien qu'il y a une vérité différente à aller trouver au bout de ce chemin. Alors il décide de s'y mettre seul pour en avoir le cœur net. De sa propre initiative, il passe désormais tout son temps libre sur le dossier, en plus des autres enquêtes qu'il mène au quotidien. Et il va faire ça sans relâche pendant plus de 3 ans. David veut tout savoir de cette famille pour faire... Mais le mec comme ça, là, il est chiant, il est là, il se casse la tête, il veut trouver la vérité sur cette histoire. Mais je me dis, ça se trouve, c'est un bénévole quand il fait ça, là. C'est un bénévole, le mec. Si ça se trouve, il y gagne rien à faire ça, hein, à chercher la vérité et tout, et s'il la trouve. Parce que c'est en plus des autres enquêtes qui fait ça se trouve, c'est un bénévole, et il fait le mec, non, je veux savoir la vérité sur cette histoire. Ça, moi, je comprends pas. Pourquoi tu veux savoir la vérité si tu gagnes rien? Je sais pas, c'est la curiosité qui te pousse comme ça. Éclater la vérité. Il se met alors à éplucher tous les dossiers et tous les registres concernant David Brown. Parfois même, il va jusqu'à le prendre en filature. Il veut savoir quelle vie mène cet homme qui semble si peu affecté par le meurtre de sa jeune femme. Et avec tous ses efforts, ce qu'il s'apprête à découvrir va complètement rebattre les cartes. D'abord, il découvre que David a déménagé juste après le meurtre, ce qui en vrai est plutôt normal. Sa toute nouvelle maison est dans les hauteurs d'un quartier très huppé, à Anaheim Hills, et colle pas du tout avec son train de vie originel. En se rendant là-bas, Jay aperçoit une piscine flambant neuve, un jacuzzi et plusieurs voitures de sport garées à l'intérieur de la propriété. Il apprend aussi que Patty vit toujours avec lui et qu'ils voyagent régulièrement ensemble à Las Vegas. Jay n'est évidemment personne pour juger un homme endeuillé, mais en tout cas c'est cette richesse soudaine qui l'étonne beaucoup. Et aussi ces voyages si fréquents dans des casinos à Vegas pour un homme qui est soi-disant tellement malade qu'il peut pas rendre visite à sa propre fille en prison. Il sait aussi que David était informaticien de formation et qu'il a pendant un temps très bien gagné sa vie. Son entreprise spécialisée dans la récupération de données informatiques a eu pendant un moment pour clientèle des grandes chaînes d'hôtels et même l'armée américaine. Mais en poussant plus loin les recherches, Jay découvre que David, juste avant le meurtre, il est pourtant au bord de la ruine. À l'époque, il dépense sans compter, ensuite il dépense même à crédit, avant de tomber dans une spirale infernale impossible à rembourser, au point où il aurait tenté de frauder à plusieurs reprises son assurance en prétextant des faux accidents de voiture. Alors d'où vient l'argent qu'il a actuellement? Eh ben Jay découvre que David avait contracté quelques mois avant le meurtre une assurance vie pour sa femme. Un choix particulièrement étonnant puisque je vous rappelle que Linda, au moment où elle décède, elle a que 23 ans. Suite à la mort de sa femme, David aurait touché en tout plus d'1 million de dollars. Et d'après certains assureurs, le corps de Linda n'était même pas encore enterré, que David leur avait déjà réclamé son dû. Alors est-ce que les juges et les enquêteurs face à eux ont réellement... Ça me rappelle l'autre, là, fait d'entrer l'accusé, même, il a simulé sa propre mort, il est parti chez un SDF, et dans sa voiture, et après il a simulé sa mort pour toucher les assurances, et avant il avait fait une assurance vie comme lui. Par contre, pour retrouver son nom à celui-là, je sais pas. Ah, je sais pas, mais en gros, ouais, c'est le même délire. Réellement vu un homme endeuillé, ou est-ce qu'ils ont plutôt vu un homme motivé par l'appât du gain? Pour Jay, c'est une évidence, le mobile du meurtre était financier, mais personne n'a su le détecter. Mais c'est encore que le début de ses découvertes. En continuant de fouiller son passé, Jay va découvrir que David cache derrière son masque de gendre idéal et d'informaticien ayant tout réussi, un véritable prédateur. Un monstre pas seulement assoiffé d'argent, mais aussi assoiffé de pouvoir. En vérifiant ses dossiers auprès de l'état civil, déjà il découvre qu'en fait Linda était sa 5e femme. À seulement 32 ans, David se serait en fait déjà marié 5 fois. David enchaîne les conquêtes avant de les lâcher. Non, imagine, il s'est marié 5 fois, et les 4 femmes avant, elles sont mortes pour toucher l'assurance vie, t'imagines? aussi rapidement qu'il les a trouvées. Fait encore plus étrange, Linda avait déjà été mariée avec David avant de divorcer, puis de se remarier à nouveau avec lui quelques années plus tard. On est dans les années 80, c'est pas vraiment un schéma récurrent, un homme qui se marie 5 fois en 10 ans, mais pourquoi pas? Ce qui va réellement choquer Jay, c'est même pas ça, c'est le profil de toutes ces femmes. Puisqu'à chaque fois, David prenait pour épouse des adolescentes. Des adolescentes au passé extrêmement difficile qui récupéraient sous son aile avec l'accord des parents. David semblait les cibler volontairement pour les façonner et les contrôler selon ses envies. Jay contacte alors certaines de ses ex-femmes qui confirment tout le caractère extrêmement manipulateur de David. On lui raconte notamment comment il a fini par rencontrer Linda et Patty, et autant vous prévenir, c'est affreux. Alors qu'il divorce avec sa première femme, qui a mis au monde Cinnamon, David se met à sympathiser avec l'une de ses voisines, une certaine Ethel Bailey qui est connue pour avoir de gros problèmes d'argent. Et d'ailleurs, c'est peu dire tant la situation de cette femme est précaire. Elle vit uniquement des aides de l'État tout en élevant seule 11 enfants.
David, lui qui à l'époque réussit tout professionnellement, lui propose un peu de soutien financier. Quelques cadeaux par-ci par-là pour elle et ses enfants. Et puis il lui avoue qu'il a un grave cancer et qu'il aurait bien besoin d'aide lui aussi à la maison. Alors il propose à cette femme seule et en difficulté d'embaucher 2 de ses filles en échange d'une rémunération. La mère se dit que ça leur ferait un peu d'argent de poche et surtout, elle prend en pitié cet homme qui a l'air profondément triste en plus d'être gravement malade, sans se douter une seule seconde qu'il est en réalité très dangereux. Parmi ses filles se trouve Pam, une ado de 16 ans. Alors si au début tout semble normal, David évidemment va finir par flirter avec elle alors qu'il s'approche déjà de la trentaine. Et puis David se lasse de Pam et braque désormais son attention sur sa petite sœur, Linda, qui vient d'avoir 13 ans. Là encore, il la fréquente quelques années contre l'avis de sa mère qui finira encore une fois par céder. Ah, donc c'est un gros pédo en fait. Wow. Déjà 16 ans, c'est un pédo déjà. Et puis c'est pas suffisant, non, il veut plus petit 13 ans. Ah vas-y, ça commence à me dégoûter. Cédé. Et aux 17 ans de Linda, David la demande en mariage. Sa mère, qui dépend presque entièrement de David pour subvenir à ses besoins, n'a pas d'autre choix que d'accepter. L'emprise est totale. La mère sombre dans l'alcoolisme et n'arrive plus à gérer. Et donc il était marié à la mère et il a épousé la fille de la mère. Mère-fille, il les a mariés. Ah ouais. Ses enfants, et en grand sauveur qu'il est, David accepte alors d'accueillir Patty, une autre petite sœur de Linda. Elle vient de se disputer violemment avec sa mère, elle a plus aucun endroit où aller, et comme elle a toujours vu David comme son héros et le père qu'elle n'a jamais eu, eh ben elle est très heureuse d'aller vivre chez lui. Malheureusement, sans le savoir, elle s'apprête à rejoindre un monstre qui va abuser d'elle pendant des années, dans le secret le plus total. Quelques années plus tard, Patty, qui se sent désormais bien intégrée dans cette famille de substitution, a fini par normaliser les abus dont elle est quotidiennement victime. Elle est persuadée que c'est comme ça que ça se passe dans une maison normale, puisqu'elle n'a jamais connu une maison normale, et elle pense que sa vie entière repose sur David, qu'elle est prête à tout pour garder près d'elle. David est donc entièrement entouré de femmes qu'il a manipulées quand elles n'étaient que des enfants, et qui sont maintenant prêtes à tout pour lui. Et c'est justement ce qu'il voulait pour pouvoir abuser d'elle autant qu'il le souhaite. De son côté, Jay continue de mener l'enquête et il étudie minutieusement tout le dossier et il finit par consulter à nouveau le registre des mariages au cas où il serait passé à côté d'un nom. Il s'étonne alors de voir une nouvelle mention apparaître. Quelques temps après le meurtre de Linda, David s'est remarié dans le plus grand des secrets et dans le dos de sa famille. Et sa nouvelle femme, c'est nulle autre que la petite sœur de la victime, Patty. Pendant ce temps, Cinnamon, toujours en prison, fait ce qu'elle peut. Elle essaie toujours de garder une attitude positive, elle est assidue en cours, et elle a même trouvé un petit job de bureautique dans le centre pénitentiaire pour se faire un peu d'argent de poche. Tous les adultes qui la côtoient sont impressionnés par son attitude et sa volonté de changer sa vie pour le meilleur. À tel point d'ailleurs que certains se demandent même si elle n'est pas ici par erreur. Mais sa situation psychologique pourtant semble s'aggraver. Quand on lui reparle du meurtre qu'elle a commis, maintenant elle répond qu'elle s'en souvient même pas, et qu'elle a d'ailleurs aucun souvenir tout court de cette soirée. En réalité, il s'agit d'une stratégie de son père qui lui a dit de dire ça et que ça lui permettrait peut-être de sortir plus tôt de prison. En parlant... Ne pas se souvenir d'un meurtre. Ah ouais, non, c'est... Non, c'est très gros. Mais ouais, ça, j'aurais tout de suite cramé, ouais, c'est des techniques de son père influençables. Oublier un meurtre. On abuse fort. Son père, de son côté, David ne se préoccupe plus du tout de Cinnamon. Il vient quasiment jamais la voir en prétextant encore et toujours une maladie. Autant de mensonges qui à la fin finalement ne servent qu'à manipuler son entourage et à s'assurer que Cinnamon ne révèle pas de secrets de famille compromettants. Elle est donc isolée et presque seule, mais elle a quand même un lien avec l'extérieur, un seul lien, et c'est son grand-père paternel, Arthur Brown. Lui, c'est un homme simple, mais qui va pourtant se révéler être une pièce maîtresse dans toute cette affaire. Pendant l'une de ses visites, il va discrètement chuchoter à Cinnamon qu'il sait qui a tué Linda et qu'il avouerait tout le moment venu. Cinnamon, qui prétend pourtant depuis des mois avoir tout simplement oublié le meurtre, a l'air heureuse d'entendre ça. Alors de façon presque instinctive, elle révèle immédiatement ce qui vient de se passer au superviseur qui gère son dossier. Et très vite, la nouvelle fait le tour de l'établissement. Personne ne comprend pourquoi son grand-père aurait dit ça, alors que Cinnamon avait déjà tout avoué, que 2 témoins... Mais non, me dis pas, elle est partie ouvrir sa bouche trop tôt. Elle aurait dû attendre le grand-père qui l'innocente bien comme il faut. Il avait même confirmé son implication et que toute sa famille était du même avis. Et en apprenant ça, bien évidemment, Jay rend tout de suite visite à Arthur Brown, le grand-père de Cinnamon. Alors Jay, il va pas par 4 chemins et il lui demande directement pourquoi il a fait cette révélation à Cinnamon. Immédiatement, Arthur se braque, comme s'il voulait surtout pas commettre une erreur. Alors Jay remet le couvert et lui demande s'il a fait ça uniquement pour lui donner un faux espoir, elle qui risque encore de passer plus de 20 ans en prison. Et c'est là que le vieil homme commence à avoir les yeux humides et qu'il craque. Il explique que quelques semaines avant le meurtre, il a entendu Patty parler en mal de Linda devant David. Alors il a pas tout compris sur le moment, mais il est certain qu'elle aurait dit être prête à tout pour sauver David, même s'il fallait se débarrasser de Linda. Cette révélation, elle a beau être tragique, elle donne enfin un sens aux longues nuits blanches que Jay s'inflige maintenant depuis des années. Tous ses efforts paient enfin, des fissures apparaissent finalement dans le dossier, et dans la version... Mais t'es mal l'autre là, Jay Noël. Il a parti faire des nuits blanches pour...
Mais ils gagnent pas d'argent, ça je captais pas. Après, oui, il y en a qui vont dire, ouais, tout tourne pas autour de l'argent et tout, mais après, je sais pas si c'est la France de Macron là qui nous fait dire ça et tout, que tout tourne autour de l'argent, que ça prenne une place trop importante, l'inflation, qu'on devient fou. Mais si, hein, quasi tout tourne autour de l'argent maintenant. Si. La vie, elle est frère. La vie est dure, les temps sont durs. Là, par exemple, là, je me dis, mais ça, c'était en 85, un policier, il avait besoin de faire ça. Aujourd'hui, ça y est, frère, t'es dépassé. Quel policier va mettre la curiosité sur ça? Non, il va commencer à faire le Sherlock Holmes, le détective, pour une affaire, il gagne pas d'argent dessus. Tu captes ou pas? Je sais pas si c'est un truc de la génération Z, là, ce que je suis en train de dire. Des trucs de... Vas-y, frère, si je suis pas payé, je fais pas. Là, je sais pas. Version des deux témoins. Patty serait donc peut-être impliquée dans le meurtre et ça, c'est une victoire pour Jay. Parce que même si c'est qu'un témoignage, ça lui donne au moins un prétexte d'aller parler à Cinnamon. C'est le 3 juillet 1988, plus de 3 ans après le meurtre de Linda, que Jay rencontre Cinnamon pour la première fois. Alors comme à son habitude, elle se contente de dire qu'elle n'a aucun souvenir des meurtres. S'il veut la faire parler, Jay va donc devoir la faire craquer. Il sait qu'au fond d'elle, son père compte plus que tout, mais il sait aussi qu'il vient presque jamais la voir, prétextant à chaque fois des graves soucis de santé, comme pour le jour de son propre procès. Et il sait que cette grave maladie, elle n'existe pas et que tout ça, c'est des mensonges. Il voit bien David sortir en ville, il voit bien qu'il part à Vegas avec Patty. Bref, il n'y a rien qui colle avec quelqu'un qui prétend ne pas pouvoir rendre visite à sa fille. Jay avoue alors à Cinnamon tout ça et tout ce qu'il sait sur David. Il lui dit qu'il vit désormais dans le luxe, qu'il est en pleine santé et qu'il a contracté des assurances décès au nom de Linda. Il lui annonce également qu'il a entièrement refait sa vie avec Patty, qu'ils se sont mariés dans le plus grand des secrets et qu'ils ont même eu un enfant ensemble. Toutes ces révélations évidemment sont fracassantes pour Cinnamon qui savait quand même depuis quelque temps qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. À ce moment précis, tout va à 1000 à l'heure dans sa tête et les larmes finissent par monter. Elle repense à l'absence de son père au procès, à son absence au parloir et surtout à ce qui lui a martelé année après année. Joue la folie, dis que tu ne te rappelles de rien, ça allégera ta peine. Ça y est, Cinnamon n'en peut plus de vivre dans le mensonge. Elle s'est jamais sentie autant trahie, abandonnée et utilisée par son père. Alors enfin, elle balance tout à l'inspecteur. Pendant plus d'1 heure, elle va lui expliquer ce qui s'est vraiment passé ce soir-là et ce qui s'est passé les semaines et mois précédant ce crime. Elle avoue que tous les trois planifiaient ce meurtre depuis des années, que Patty et David sont bien complices. Elle avoue qu'en réalité, elle se souvient de tout et que c'est même pas elle qui a tiré ce soir-là. En un claquement de doigts, Cinnamon brise des années de silence et relance l'enquête de toute une vie pour Jay. Elle explique que David lui répétait sans cesse des choses au sujet de Linda. Elle en avait soi-disant après lui au point où elle voulait le tuer. Elle était soi-disant extrêmement jalouse de son succès au point où elle voulait reprendre à son compte son entreprise d'informatique. Évidemment, c'est des vulgaires mensonges de David, mais Cinnamon, qui était qu'une ado émerveillée par son père et qui lui vouait une admiration folle, elle a fini par y croire. C'est une longue, très longue emprise que David a réussi à avoir sur ses filles après des années de manipulation comme on l'a vu. Quand David lui explique ça, naïvement, Cinnamon, elle tente alors de le raisonner et de lui dire que le plus simple, c'est peut-être juste de divorcer, comme il l'a déjà fait par le passé, sauf que David insiste. Il lui invente alors des supposés liens avec la mafia et d'autres histoires rocambolesques pour justifier à tout prix le fait qu'elle doit disparaître de leur vie. Et pour casser encore un peu plus leur barrière mentale, il joue la victime, comme il l'a toujours fait, et il dit que si elle ne meurt pas, il n'aura pas d'autre choix que de quitter la ville à tout jamais, donc loin d'elle, et voire peut-être même de mettre fin à ses jours. En d'autres termes, il leur dit que si elle refuse de l'aider, elle risque tout simplement de ne plus jamais le voir. Il leur dira aussi à plusieurs reprises une phrase qui restera gravée dans leur mémoire à jamais et qui est la suivante: si vous m'aimiez vraiment, alors vous le feriez. Face à cette pression constante, La manipulation. les filles craquent et sombrent dans le délire de David. Par amour, elles sont prêtes à tout lui accorder. Elles ont trop peur qu'il quitte leur vie et qu'elles finissent seules et délaissées. Bref, l'ultimatum fonctionne. La vie à la maison est désormais bien macabre. À chaque fois que Linda s'absente, les filles réfléchissent à comment faire pour la tuer. En la poussant d'une falaise, en l'électrocutant dans son bain, ou bien en frappant son crâne avec une barre en métal. Toutes les options sont explorées au point où ça devient un petit jeu malsain dans lequel les filles font la compétition pour proposer toujours plus d'options à David qui s'émerveille de voir l'influence qu'il a sur elle. Linda, elle, imagine pas un seul instant que les filles avec qui elle dîne chaque soir réfléchissent à s'il vaut mieux la poignarder ou l'étouffer durant son sommeil. Un soir de février 1985, David annonce à Patty que le moment est venu. Il lui tend un revolver et il lui demande d'en finir. Alors sans réfléchir, elle saisit l'arme puis se dirige vers la chambre parentale. Mais à peine arrivée sur le pas de la porte, elle fond en larmes. Elle se rend compte qu'elle aime profondément sa sœur et que tout ça est horrible. Alors elle revient sur ses pas et elle explique à David qu'elle en est pas capable. Au petit matin, Linda se réveillera sans se douter que sa petite sœur se tenait à quelques mètres d'elle, arme en main, prête à la tuer. David en tiendra par rigueur et réfléchira plutôt à un autre plan. Il commence à se dire que c'est Cinnamon qui pourrait porter le chapeau puisqu'elle a que 14 ans. Si c'est elle qui avoue le meurtre, elle aura juste à déjouer le diagnostic des psychiatres et elle pourra éviter une peine très lourde. De cette manière, Patty serait hors de tout soupçon, Cinnamon resterait libre et ensemble ils pourraient enfin repartir de zéro sans le danger que représente Linda. Et pour parfaire la légende
variante de Cinnamon, la petite fille psychologiquement instable, David lui apprend à se faire passer pour une ado rebelle, suicidaire et dérangée. Il lui apprend à écrire des lettres de suicide convaincantes et lui explique comment elle devra se comporter devant les policiers après le meurtre. Il lui montre également comment bien tenir le pistolet pour simuler une mort convaincante. Il demande donc à Cinnamon de viser le long de sa tempe et d'appuyer sur la gâchette pour provoquer une éraflure qui convaincra n'importe quel policier qu'elle a tenté d'en finir pour de bon. Sauf que Cinnamon est terrifiée, elle a trop peur de rater son tir. Évidemment, ça n'arrête pas David qui trouve immédiatement une autre solution, des médicaments. Il lui dit qu'il connaît un dosage parfait qui lui donnera un peu la nausée, mais qui fera croire au médecin qu'elle a fait une overdose le soir de l'assassinat. Vous l'avez compris, tout doit être fait pour que les enquêteurs accusent Cinnamon sans qu'il y ait le moindre doute. On est le 19 mars 1985 et David réveille les filles en pleine nuit. Il tend des cachetons à Cinnamon et lui ordonne de les prendre sur le champ. Sans le savoir, elle s'apprête à ingérer un cocktail mortel qui pourrait tuer n'importe quel adulte. Patty, elle, s'occupe de prendre l'arme. Elle la charge. En fait, ce qu'il prévoyait de faire, si j'ai bien compris, c'est d'envoyer sa fille aller tuer sa femme dans la chambre. Et donc, il prévoyait que la fille aille avec le pistolet dans la chambre tuer sa mère, sa sœur. En gros, la meuf, elle prend le gun. Elle va dans la chambre tuer sa sœur. Et qu'elle meurt par les médicaments que le père lui a donnés. Donc en fait, il prévoyait de faire 2 meurtres. Et comme elle, ils vont dire, ouais, elle, c'était une starbe, elle était sous médicaments. Et ben voilà. 2 meurtres. La charge et part en direction de la chambre. Cette fois, elle comprend qu'elle peut plus faire marche arrière. Ça fait des jours que David leur met dans le crâne que Linda est un danger pour eux, et comme d'habitude, c'est leur amour envers lui qui prend le dessus. De son côté, David quitte précipitamment la maison et part faire un tour en ville pour forger son alibi. Il fait le tour des commerces encore ouverts en pleine nuit, et salue même plusieurs fois par erreur le même caissier, dans le seul but d'être vu par un maximum de monde et d'avoir un maximum de témoins qui pourront certifier qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Cinnamon, elle, se met à rédiger sa fausse lettre de suicide, puis sort de la maison en direction de la niche du chien, là donc où les inspecteurs la retrouveront seulement quelques heures plus tard. De son côté, elle n'a plus qu'à attendre l'irréparable. Elle explique ensuite à Jay avoir entendu 2 coups de feu, sans réellement savoir si c'était Patty ou quelqu'un d'autre qui a tiré. Après ces 2 coups de feu, elle explique avoir complètement perdu le contrôle de son corps, puisque les médicaments l'ont fait convulser et perdre connaissance. Elle raconte à Jay que son dernier souvenir à ce moment-là, c'est d'avoir aperçu son père, penché au-dessus d'elle, lui dire que ça y est, tout est enfin terminé. Elle se dit incapable de savoir si c'était un rêve, une étrange vision ou la réalité. En tout cas, après avoir perdu connaissance, ce qu'elle ignore, c'est qu'en réalité, son père n'attend qu'une seule chose, qu'elle meure elle aussi et emporte ce lourd secret dans la tombe. Ça permettrait à David et Patty de refaire leur vie ensemble et toucher l'argent des assurances. Mais ce que David ignorerait, c'est que les vomissements de Cinnamon la sauveraient. Et même les médecins qui l'ont auscultée entre-temps parlent d'un véritable miracle. En tout cas, au petit matin, alors qu'elle est désorientée, épuisée et à bout de souffle, elle continue malgré tout le plan. Elle avoue aux policiers que c'est elle qui a tiré et en faisant ça, elle est persuadée qu'elle sauve toute la famille. Face à toutes ces révélations, Jay évidemment est stupéfait. Il est stupéfait mais il sait que la parole seule de Cinnamon ne suffira pas. Il lui faut des preuves tangibles. Alors il lui propose un deal. Il lui propose de porter secrètement un enregistreur sonore et de confronter David au parloir. Cinnamon... Ça, apparemment, c'est pas légal, ça. D'enregistrer quelqu'un, apparemment, ça sert pas de preuve au tribunal. Après, c'est une rumeur qui court, ça se trouve, elle est fausse, c'est une idée reçue, je sais pas. Réfléchit un peu et finit par accepter, mais il reste un problème. David ne vient jamais au parloir. Sa fille a beau avoir échappé à la mort, il l'a presque complètement écartée de sa vie. Cinnamon ruse et lui fait parvenir un message dans lequel elle semble énervée et prête à tout révéler. Dans ce message, en gros, elle lui dit qu'ils doivent se parler urgemment. Et ça, pour David, qui avait l'habitude d'une Cinnamon qui fait pas la moindre vague depuis le début du plan, ça allume une petite alarme dans sa tête. Alors il fonce en direction de la prison et il voit sa fille pour la première fois depuis très longtemps. Il lui explique à nouveau qu'il est gravement malade et que ça lui demande énormément d'efforts de venir jusqu'ici. Mais il a beau regarder Cinnamon droit dans les yeux, il y a quelque chose qui a changé. Elle sait qu'il ment comme il respire. Et s'il est dans cette pièce avec elle, c'est pas pareil. Elle a compris que c'était un manipulateur. Elle a compris Elle est plus ensorcelée, elle est plus envoûtée, elle a plus de poudre aux yeux maintenant, elle voit très bien. Amour. C'est par peur de ne plus maîtriser la situation. Cinnamon lui balance tout au visage. Elle lui dit qu'elle peut plus vivre en prison et elle l'accuse de lui avoir menti. Elle ajoute qu'elle sait tout sur Patty, sur le mariage, sur le bébé et qu'elle a bien compris qu'il l'a manipulée et qu'elle en paie de sa vie enfermée derrière les barreaux. David, lui, nie tout en bloc. Il dit que le bébé n'est pas le sien et que Cinnamon est en train de se faire un film. Puis il reprend les manipulations, comme il l'a toujours fait. Il prétend qu'il pourrait convaincre Patty de se dénoncer à la police et qu'elle pourra faire croire que c'est elle qui a tiré. Bref, il propose à Cinnamon de sacrifier Patty, mais elle refuse toutes ses propositions. Elle veut plus subir ces horribles manipulations, alors elle se contente de lui dire qu'elle y réfléchira, en le laissant croire qu'il a peut-être réussi son coup. Mais ce qui sait pas... Alors que depuis tout à l'heure, j'allais le dire. Alors que depuis tout à l'heure, il a enregistré.
c'est qu'une dizaine d'enquêteurs viennent d'entendre tout ce qu'il vient de dire de l'autre côté de cette pièce. Avec ces enregistrements, Jay a désormais une mine d'or entre les mains. Il a la preuve que David n'est pas tout blanc dans cette affaire et qu'il savait très bien qu'un meurtre se préparait. Il a la confirmation aussi qu'il n'était pas fou de mener l'enquête pendant si longtemps. Son instinct avait raison et il s'apprête maintenant à sauver Cinnamon des griffes de son père. Le 22 septembre 1988, David et Patty sont arrêtés à leur domicile, accusés du meurtre de Linda Brown. David, pris de court, avoue sur le champ ce qui s'est passé. Ou du moins, il tente de transformer la vérité à son avantage. Il avoue que les filles avaient discuté de l'assassinat devant lui, mais il affirme que tout a été fait de leur propre initiative. Il dit avoir cru que c'était juste des paroles d'ados rebelles et que tout ce qu'elle disait c'était des blagues un peu déplacées. Une défense assez lunaire qui n'arrive bien évidemment pas à convaincre les policiers. Et même si David raconte n'importe quoi, l'enquête progresse. Un juge fixe la date d'un nouveau procès pour la fin d'année et en prévision de ce moment clé, Jay recontacte Cinnamon. Cette fois non pas dans son rôle de policier mais plutôt presque comme celui d'un père qui lui implore de dire ce jour-là toute la vérité. Elle qui a donné tant de versions contradictoires par le passé doit à tout prix éviter d'être à nouveau attaquée sur ça. À la moindre incohérence, elle risquerait de retourner directement en prison et de voir David ressortir de là libre. Ironiquement, c'est le jour d'Halloween que Cinnamon craque complètement et demande à voir Jay. Elle veut le voir parce qu'elle a une dernière révélation à lui faire. Et cette révélation, c'est qu'en réalité, c'est bien elle qui a tiré sur sa belle-mère le soir du meurtre. Jay est étonné et il comprend pas pourquoi elle se mettrait à mentir soudainement sur ce point précis. Pourquoi elle se serait accusée au départ avant de faire croire à une amnésie pour ensuite revenir sur tout ça. Pourquoi se donner tant de mal? Mais Cinnamon lui avoue tout simplement qu'elle avait extrêmement honte. Honte d'avoir aimé son père au point d'en tuer Linda, avec qui elle s'entendait pourtant super bien. En mentant, elle avait l'impression de réécrire une histoire plus favorable, une histoire où elle n'était plus au cœur de cette terrible réalité. Cinnamon est donc libérée de ce terrible poids et elle vient d'offrir à Jay la dernière pièce du puzzle. Désormais, peu importe ce qu'il adviendra au procès, Cinnamon ne dira que la stricte vérité. Elle explique donc à Jay ce qui s'est réellement passé le soir du meurtre, ce qui est proche de ce qu'elle avait déjà raconté, mais à quelques détails près. Patty lui a apporté l'arme après avoir été réveillée par David, et elle lui a également tendu un coussin pour atténuer le bruit des coups de feu. C'est donc bien Cinnamon, et non Patty, qui se dirige vers la chambre de Linda, arme en main. Alors qu'elle dort paisiblement, Cinnamon se penche au-dessus de son corps, vise son abdomen et presse à détente. Le coup part immédiatement et transperce Linda qui hurle de douleur. Devant la chambre, Patty se met à hurler qu'elle est toujours vivante et ordonne à Cinnamon d'y retourner. Cinnamon, maintenant submergée par l'adrénaline et presque en autopilote, retourne donc dans la chambre. Elle vise à nouveau l'abdomen de sa belle-mère, puis presse la détente. La balle percute la veine cave et c'est une véritable giclée de sang qui se répand sur le corps de Linda. Cette fois, elle n'arrive plus à appeler à l'aide et ses longs râles se noient petit à petit dans le sang qui commence à remplir ses poumons. Prise de panique, Cinnamon jette l'arme au sol puis s'enfuit dans le jardin. Les médicaments commencent à faire effet et elle s'allonge dans la niche à l'arrière de la maison. Ici, elle tient fermement la lettre dans ses mains et espère que tout ça sera bientôt terminé avant de convulser et de perdre connaissance. Et la suite, vous la connaissez. Jay note tout minutieusement, persuadé que cette nouvelle version jouera en faveur de Cinnamon. Alors même si elle n'est pas toute blanche dans cette affaire, il est persuadé que les juges comprendront la terrible manipulation dont David a fait preuve. Cinnamon n'était qu'une ado perdue, persuadée qu'elle faisait par amour ce qui était juste. Mais c'est bien David qui est à l'origine de tout ce mal. En tout cas, en attendant son jugement, lui, il est maintenant derrière les barreaux. Ici, sa manipulation et sa perversité ne pourront plus jamais atteindre ses proches. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que dans le plus grand des secrets, David va aller encore plus loin dans l'horreur. Derrière les barreaux, il sympathise avec un autre prisonnier, un certain Steinhardt, qui s'apprête à finir sa peine. Cet homme, ça fait un moment qu'il est là, il est sans économie, il considère qu'il est aussi sans avenir, et donc il angoisse à l'idée de retourner dehors. Alors David le console, puis lui dit qu'il pourrait lui donner un coup de pouce contre 50 000 $ en cash, qu'il lui fera parvenir discrètement en échange d'un petit service. Assassiner 3 personnes. Le procureur en charge... Wesh, mais il est taré ce mec. Wesh. Et il s'arrête pas, hein, malgré que son plan s'est fait déjouer, il s'arrête pas. Lui fera parvenir discrètement en échange d'un petit service. Assassiner 3 personnes. Le procureur en charge de son dossier, l'enquêteur Jay, et Patty, sa nouvelle femme. Il espère que leur mort ralentira au maximum la procédure, ou lui permettra même d'échapper à une condamnation. Parce qu'il est persuadé que si Patty révèle tout ce qu'elle sait, en plus de Cinnamon, alors il risquera sûrement carrément la peine de mort. À Steinhardt de trouver une manière de la faire assassiner en prison, puisqu'elle attend elle aussi derrière les barreaux, peut-être en soudoyant une codétenue qui serait prête à la poignarder. Mais Steinhardt, en entendant tout ça, il est terrifié. Il veut pas du tout se mêler d'une affaire aussi sordide, et donc il révèle tout à un surveillant. Les enquêteurs lui proposent donc de rentrer dans le jeu de David pour le piéger, chose qu'il accepte immédiatement dès sa sortie de prison. Pendant plusieurs semaines, David reste en communication avec lui par téléphone, et tout est évidemment enregistré. Steinhardt lui demande s'il veut seulement blesser Jay et le procureur, ou s'il veut vraiment les tuer. David lui répond froidement qu'il les veut morts. D'ailleurs, pour prouver qu'il est sérieux, il lui fait même envoyer 10 000 $ d'avance. À l'extérieur de la prison, c'est le frère de David qui se charge de convoyer l'argent, persuadé de rendre un service à un ami de son frère, sans se douter un instant qu'il est en fait en train de payer un faux assassin. Une preuve de plus qui montre que David est prêt à sacrifier toute sa famille pour ses propres intérêts personnels. Ce complot va Attends, j'ai pas compris, un faux assassin, c'est-à-dire le Kemel à son codétenu, c'était un faux assassin?
J'ai pas capté ça. C'est un ami de son frère, sans se douter un instant qu'il est en fait en train de payer un faux assassin. Une preuve Donc son co-détenu, c'était pas un... J'ai pas capté, c'est un traître, c'est... J'ai pas capté. Ils ont fait exprès de le mettre dans cette cellule. de plus qui montre que David est prêt à sacrifier toute sa famille pour ses propres intérêts personnels. Ce complot va sceller le destin judiciaire de David. Le procès s'ouvre donc en 1990 et débute par la déposition de Patty. Tout comme Cinnamon, elle avoue tout. L'audience, en entendant son histoire, est évidemment très émue. Les années d'abus et de manipulation psychologique auront eu raison d'elle. Pourtant, le procureur va lui demander si elle aime encore son père. Et les larmes aux yeux, elle murmurera que oui. Une réponse extrêmement simple et pourtant tragique, qui révèle à quel point l'emprise dont elle est victime est complexe et sans limite. La justice peut évidemment pas entièrement innocenter Patty, qui est donc complice d'homicide volontaire. Elle écopera donc d'une peine de 4 ans de prison et elle ressortira à ses 25 ans. Après Patty, c'est au tour de Cinnamon de s'exprimer. Tout comme Patty, elle explique que si elle en est arrivée à faire tout ça, c'est uniquement par amour de David. Elle était terrifiée de le perdre à tout jamais, persuadée que Linda lui voulait réellement du mal, et elle préférait se sacrifier en prison plutôt que de voir son père mettre à exécution son chantage au suicide. Elle aussi, c'est sa dévotion envers son père qui l'aura perdu. Malgré tout ce qu'il lui a fait subir, Cinnamon avoue avoir quand même de la peine pour lui. Elle est en désaccord total avec la personne qu'il est devenu, mais elle déclare qu'elle continuera de l'aimer. Au vu des nouveaux éléments apportés à l'affaire, le juge accepte de complètement revoir sa peine et les jurés acceptent de la libérer à ses 21 ans, soit 2 ans plus tard. C'est un incroyable soulagement pour Cinnamon qui s'était préparée à passer une grande partie de sa vie derrière les barreaux. Alors si certains jurés estiment qu'elle aurait dû purger une peine plus longue pour avoir malgré tout tué de sang-froid Linda, les autres estiment qu'elle a déjà payé sa dette envers la société. Elle était finalement qu'un simple instrument pour David qui était le réel cerveau derrière ce meurtre. En parlant du loup, vient donc le tour de David, l'accusé principal de cette affaire. Devant le jury, c'est toute sa vie construite sur la tromperie et le contrôle qui est déballé. Désormais, il est face à ses propres monstruosités, lui qui a fait tuer sa femme et sacrifier sa fille juste pour s'enrichir. Pourtant, il nie tout en bloc. Il maintient qu'il était éperdument amoureux de Linda et que c'est les filles qui ne pouvaient pas la supporter. Il les accuse de menteuses, de manipulatrices et d'être prête à tout pour tuer à nouveau. David... Malgré qu'ils ont l'enregistrement audio et tout, mais ce mec c'est un sale taré, ce mec. Ce mec est malade. Qui nage en plein délire se met ensuite carrément à accuser les juges. Ils auraient selon lui utilisé des méthodes mafieuses pour l'enregistrer à son insu, et toute l'affaire serait pour lui qu'une vaste mascarade. Bref, ce jour-là, vous l'avez compris, David n'arrive à convaincre personne. Le 15 juin 1990, il est condamné. Ah ouais, non, mais en plus il se met le juge à dos. Le juge qui va te juger, tu te le mets à dos, mais... Aïe, aïe, aïe. À la perpétuité pour le meurtre de Linda, ainsi que pour la tentative de... Parce que là, on parle du juge, à ce moment-là, on parle du juge en 85 ou en 88, où bon, il peut te dire peine de mort. Et toi, tu te le mets à dos. Mais ce mec, c'est un sale travail, ce mec. Triple assassinat qu'il a commandité depuis sa cellule. Et avant de le laisser partir en direction de la prison, où il finira ses jours, le procureur lui adresse une dernière fois la parole. Il lui dit qu'à côté de lui, Charles Manson passerait pour un amateur. Cinnamon et Patty finiront comme prévu Charles Manson, c'est qui? C'était son co-détenu. Par sortir de prison seulement quelques années plus tard et referont toutes les deux leur vie loin des médias. Alors leur histoire tristement extraordinaire finira quand même par les dépasser et sera reprise dans une mini-série et aussi dans un livre devenu un best-seller, If You Really Loved Me d'Ann Rule, qui est l'une des sources les plus complètes sur toute cette affaire et qui utilise comme titre... Ah, If You Really Love Me, si tu m'aimes vraiment. Ça veut dire si tu m'aimes vraiment. A True Story, c'est une vraie histoire... Une vraie histoire de meurtre. Phrase que David répétait sans cesse à Cinnamon pour la convaincre de passer à l'acte. David, lui, mourra seul derrière les barreaux en 2014, sans n'avoir plus jamais pu faire de mal à qui que ce soit. Ce qu'il faut retenir, c'est les efforts exceptionnels de Jay, pendant toutes ces années dans l'ombre et sur son temps libre, qui auront permis d'enfin faire éclater la vérité sur... C'est pas Jay le bénévole, tu vois. C'est un bénévole et tout, hein, il a rien gagné à ça, même le fait que... le père de la famille soit incriminé, il y gagne rien en vrai, hein. Il va pas gagner une prime, tu vois. Mais il a quand même fait ce bénévole. Et il existe des gens comme ça, malgré qu'ils gagnent pas d'argent, et ben il va faire chier et il va faire en sorte de se faire retrouver le tueur sans son temps libre. Tu vois, c'est bien ce qu'il a fait, hein. Justement, il a fait dénoncer le tueur, rétablir la vérité, mais tu dois te dire, mais sa vie, ça doit être de la merde, tu vois. Pour son temps libre, il passe à savoir la vérité sur un tel, enfin sa vie ça doit être de la merde, il était triste dans sa vie lui, de ton temps libre tu vas chercher ça et ça, enfin bon. Après c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il a permis qu'il soit derrière les barreaux le père. Donc, voilà.
sur cette affaire. En se basant uniquement sur son instinct et alors qu'un jugement avait déjà été rendu, c'est lui qui a réussi à rebattre les cartes et à rendre justice. Sans lui, David aurait continué sa vie hors de tout soupçon et aurait continué à abuser de plein d'autres victimes sur son passage. Et c'est sans compter sur Cinnamon qu'aurait passé injustement 20 ans de plus derrière les barreaux, par amour d'un père Tu vois, donc c'est bien ce qu'il a fait. qui était pourtant prêt à la tuer. Mais c'est bien ce qu'il a fait Jay, le policier bénévole. C'est la fin de cette terrible histoire, bravo Jay, justice a été rendue et on se retrouve très vite pour d'autres threads d'horreur. Bravo Jay, je lâche le pouce bleu, très bonne vidéo Squeezie. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi. Nous on se dit au prochain react. Très bon thread de Squeezie, j'ai bien aimé.